c'est aussi le droit de la population du centre-ville d'Ottawa de vivre paisiblement et sans crainte. Ceci étant dit, quant aux manifestations plus largement, je vais me garder de faire des généralisations trop larges comme celles qu'on a entendues ces derniers temps au sujet de l'ensemble des manifestants et par la bande d'un pan entier de la population qui se reconnaît dans ce mouvement. Je voyais dernièrement dans un reportage sur les ondes de Radio-Canada une grand-mère qui semblait toute douce, qui manifestait pour ses petits-enfants, et en toute franchise, elle m'avait pas l'air d'une suprémaciste blanche. Pas plus que les Canadiens noirs, les Canadiens sikhs ou les membres des Premières Nations que j'ai vus manifester ces derniers jours à Ottawa en me rendant au Parlement, ou encore chez nous, à Québec et un peu partout au pays. J'ai assez de respect pour mes semblables pour pas leur coller des étiquettes aussi faciles qu'absurdes. J'ai entendu des centaines de mes commettants, des Québécois, des Canadiens, qui m'ont contacté au cours des dernières semaines, des gens qui ont strictement rien à voir avec les manifestations, des gens qui sont pour la plupart vaccinés, qui ont tout fait comme il faut ces 2 dernières années, qui ont été et qui sont toujours solidaires, mais qui aujourd'hui ont des préoccupations légitimes. Je pense qu'il faut entendre ces inquiétudes et qu'il faut y répondre. J'ai entendu des parents inquiets de voir leurs enfants sombrer dans la dépression, de voir leurs enfants perdre beaucoup d'entrain et de joie de vivre au fil des 2 dernières années. J'ai entendu des pédiatres qui m'appellent en larmes en me parlant de l'anxiété, de l'isolement, du décrochage de leurs jeunes patients, qui me disent qu'il est plus que temps qu'on laisse les jeunes vivre, puis qui font écho à ce que le docteur Rousseau, de la clinique de pédiatrie sociale de Lévis, disait récemment dans un article paru dans Le Soleil, alors qu'il y allait d'un cri du cœur, en disant, et je le cite, « Il faut regarder la réalité et les chiffres et arrêter de traiter la population de 0 à 90 ans de la même manière. Que pour eux, à la clinique, ils voient chaque année des enfants malades de l'influenza et de bronchiolite, mais que ça ne fait pas les manchettes. Que pour eux, la COVID des jeunes, c'est un virus mineur, mais que les impacts en santé mentale, en ce moment pour les jeunes, sont majeurs. Et comme on sait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. » J'ai entendu des restaurateurs et des entrepreneurs inquiets parce qu'ils sont en train de tout perdre ce qu'ils ont mis une vie à bâtir. J'ai entendu des citoyens qui s'inquiètent et qui s'indignent de voir qu'au Québec, en 2022, en vertu de mesures sanitaires, on séquestre des aînés triplement vaccinés. Qu'au Québec, en 2022, on a enfermé des enfants de 6 à 10 ans dans des chambres sans fenêtre pendant 10 jours. Des enfants qui testaient négatifs, qui étaient asymptomatiques, mais qui avaient eu un contact à risque. Je vais juste le répéter pour que tout le monde comprenne bien. Des enfants de 6 à 10 ans enfermés dans des chambres sans fenêtre pendant 10 jours au Québec en 2022. Puis qui s'inquiètent en revanche de ne pas savoir, nous, ici, au Canada, où est-ce qu'on s'en va. Qui sentent peu d'appétit de leur gouvernement pour s'adapter en fonction de l'évolution de la pandémie, de l'évolution de la science et de l'évolution du monde. Des gens qui s'inquiètent que soient normalisées des mesures qui devraient être des mesures d'exception, des mesures qui devraient être limitées dans le temps, comme l'obligation vaccinale des voyageurs, comme les mandats de vaccination ou comme le passeport vaccinal. Des gens qui s'inquiètent de ne plus savoir où s'arrête la santé publique et où commence la politique, où la science prime et où les sondages priment. Or, je pense que les gouvernements ont tout intérêt à ne pas balayer ces inquiétudes du revers de la main et à ne pas diaboliser ceux qui les expriment. En premier lieu, le gouvernement doit fournir rapidement une feuille de route quantifiée et quantifiable pour la levée de toutes les restrictions qui sont de son ressort. La vaccination obligatoire des camionneurs est pour moi un bon exemple. Si on oublie une seconde les manifs et le convoi et qu'on se concentre juste sur cette mesure pour ce qu'elle est, c'est une politique qui, présentement, va à l'encontre des recommandations récentes de l'OMS et pour laquelle on n'a aucun chiffre quant à ce qu'on tente d'accomplir d'un point de vue épidémiologique. En revanche, l'industrie, elle, est sans équivoque. L'impact sur les coûts de transport des produits frais des États-Unis a été immédiat et on parle d'une augmentation de 15 à 20 %. Non, le volume, lui, n'a pas diminué, c'est vrai, mais le prix a bondi. Une augmentation aussi importante, du jour au lendemain, qui est nécessairement ultimement refilée aux consommateurs, c'est pas rien comme conséquence quand on fait déjà face à la plus forte inflation des 30 dernières années au Canada.